Il est clair que les femmes ont joué un rôle important, majeur dans toute l'histoire du Québec. Donc, on va essayer dans cette capsule-ci de faire une espèce de tour d'horizon de la contribution des femmes dans l'histoire du Québec. On va le faire en deux temps. Premièrement, on va parler donc de avant 1940 et puis après ça, on verra justement ce qui se passe depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, premier élément, c'est ça, comme je disais, avant 1940. Je vais revenir sur certains éléments qu'on a vus dans d'autres capsules. Ça m'apparaît important quand même de revenir là-dessus pour justement se remettre dans le contexte. Donc, essentiellement, les femmes avaient un rôle important, mais un rôle, comment je pourrais dire, effacé, c'est-à-dire que les hommes avaient le devant, les hommes, en fait, essentiellement, on cherchait à leur donner un rôle de soumise. Donc, elles sont des êtres faibles, voire inférieurs. C'est comme ça qu'on voudrait les voir. C'est pas ça que je souhaite, mais c'est comme ça qu'on souhaitait les voir. Donc, leur principale tâche, bon, bien, c'est beaucoup le clergé qui faisait la promotion de cette notion-là. Donc, la principale tâche des femmes était la reproduction et qu'on disait des choses comme une femme célibataire est incomplète, sauf les religieuses qui sont les épouses de Dieu. Donc, voilà, c'est un petit peu dans cette manière-là qu'on perçoit le rôle des femmes et que cette façon, cette vision de voir les femmes se transmet, en fait, est parfaitement visible, par exemple, dans le Code civil. Le Code civil est complètement paternaliste. La femme mariée, elle est soumise à son mari. Euh, on le dit d'ailleurs dans les vœux de mariage et c'est complété justement par un système de loi. Donc, le Code civil québécois qui apparaît en 1866 est tout à fait représentatif de cette vision qu'on avait des femmes. Les droits politiques sont extraordinairement limités. En fait, elles n'en ont pas. Elles ne peuvent pas voter. Elles ne peuvent pas se présenter à des élections avant le début du 20e siècle. Donc, quels sont les débouchés pour les femmes? Elles sont quand même fort importantes dans la force de travail au moment où le Québec s'industrialise, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Les femmes vont, bon an, mal an, constituer à peu près 30 de la main-d'œuvre industrielle, ce qui est considérable. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que ces femmes qui travaillent, ce sont des célibataires. Il faudrait plutôt voir ici des jeunes filles qui vont aller travailler dans telle usine. Et on va les employer beaucoup, par exemple, dans le secteur textile. On les emploie. Pourquoi? Ben parce que les employeurs se permettaient de les payer essentiellement deux fois moins que les hommes, parfois encore plus. Donc, elles sont beaucoup utilisées. Mais ces femmes-là, comme je le disais, si on les considérait que leur principale tâche est la reproduction, ces femmes-là quittaient le milieu du travail au moment où elles se mariaient. Donc, on voit ici donc le 30 de la main-d'œuvre, c'est beaucoup de jeunes filles célibataires. Sinon, ben, les débouchés, ben, c'est l'enseignement. On disait que c'est un prolongement naturel de l'instinct maternel de la femme que d'aller enseigner. Alors, c'est pour ça qu'on pourra voir, justement, quand même un certain nombre d'enseignantes, particulièrement au niveau primaire, qui vont demeurer célibataires. Et ça devenait acceptable parce que, de toute manière, c'est comme si elles effectuaient un rôle de mère. L'ouverture graduelle des universités, ça va se faire, mais c'est principalement, surtout dans la première moitié du 20e siècle, c'est principalement l'université McGill qui a certaines, très peu, mais certaines femmes pourront aller obtenir des diplômes. Donc, de façon générale, au Québec, il n'y a aucun accès aux professions libérales. Je pense ici à la comptabilité, je pense ici au droit, à la médecine. Essentiellement, si des femmes veulent aller faire des études dans des domaines, justement, les professions libérales, devront aller le faire à l'extérieur du Québec, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Sinon, ben, l'autre débouché important, ben, c'est d'aller en religion. Pour plusieurs femmes, devenir religieuse, bien évidemment, c'était peut-être une question de foi, mais une question aussi d'avoir une carrière. Une religieuse peut devenir infirmière, mais en même temps aussi, c'est peut-être la seule occasion que des femmes pourront occuper des postes de direction. Donc, la sœur hospitalière, bon, qui va s'occuper des finances, par exemple, dans un hôpital ou qui va s'occuper du département de soins infirmiers. Ça peut être une femme qui va diriger une école, donc une école de filles, un collège classique de filles. Donc, voilà, pour certaines, comme je le disais, c'était peut-être la seule occasion d'avoir une carrière, sinon que d'aller en religion. Pour bien des femmes, surtout des femmes de la bourgeoisie un peu plus aisée, ben, la participation à des organismes de charité, c'était une occasion, oui, bien sûr, de remettre, de donner des efforts afin de développer la société, mais en même temps aussi se donner justement un rôle de direction d'une certaine manière. Donc, les organismes de charité sont très souvent animés par des femmes.
Donc, des débouchés traditionnels des femmes, devenir infirmière, c'était un domaine justement qui était tout à fait relié avec cette espèce d'instinct maternel qu'on prêtait aux femmes, ou comme je le disais, devenir institutrice au niveau primaire, c'était justement un autre débouché naturel, pensait-on à l'époque, pour les femmes. La très dure réalité, elle est comme ça. Au Québec, au début du 20e siècle, il n'y a que 2 collèges classiques sur les 36 qui existent qui sont destinés aux femmes. Elles auront une formation un peu semblable à celle des garçons. Sauf qu'évidemment, il y aura des cours nettement axés sur ce rôle justement de ménagère, sur ce rôle de femme au foyer. Il y aura des cours d'économie familiale, il y aura des cours de tissage, de couture, de cuisine, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un curriculum qui est axé à, encore une fois, pousser le développement de, de ce rôle de femme au foyer. Et comme je le disais il y a quelques instants, il y a seulement l'Université McGill au Québec qui va offrir quelques cours aux femmes. Mais il est interdit aux femmes, justement, comme je le disais, d'accéder aux professions libérales. C'est écrit par la loi. C'est écrit dans la loi. Mais il y aura bien quelques exceptions. J'y reviens dans quelques instants. Donc, des collèges classiques féminins, ouais, le collège Marguerite Bourgeois sera le premier. Et éventuellement, à la fin des années 30, on en comptera peut-être 5 ou 6 de ces collèges classiques uniquement destinés aux femmes. Mais de façon générale, on n'encourage pas nécessairement l'éducation féminine. Du réalité, je reviens justement à ce code civil de 1866. On a bien une incapacité juridique de la femme mariée. Donc, dès qu'une femme se marie, elle sacrifie essentiellement son nom, sa personne, l'exercice de ses droits civils. Donc, elle s'efface complètement devant son mari. Elle devient essentiellement une mineure. Le code civil va même prévoir qu'il y a possibilité pour un homme et une femme, un mari et sa femme de divorcer, sauf que pour la femme, ça devient essentiellement impossible de divorcer car elle doit faire la preuve que son mari entretient une concubine dans la maison familiale. Donc, c'est vraiment un code civil ultra-paternaliste. Sinon, ben, comme je le disais, les femmes vont travailler beaucoup justement dans le secteur industriel, à faire toutes sortes de tâches manuelles répétitives, parfois même dangereuses. Tout ça à des salaires absolument ridicules. Euh, mais elles seront, comme je le disais, bien présentes dans ce domaine-là. Et elles seront toujours effectivement très là. Et là, on verra l'impact justement de la Première Guerre mondiale où on va employer massivement des femmes, surtout dans la région de Montréal, dans les usines d'armement qu'on va retrouver justement pendant cette guerre-là. Mais malgré tout, justement, cette première moitié, ces 40 premières années du 20e siècle, elles seront bien importantes parce que justement, il y a une prise de conscience de plus en plus grande, chez de plus en plus d'hommes aussi, qu'il y a un décalage entre la contribution à la société qu'apportent les femmes et le peu de droits qui leur sont reconnus. Et c'est justement par cette prise de conscience-là qu'on va voir la formation de premières associations pour la défense des femmes. Donc, les premières associations, leur cheval de bataille, si vous voulez, ben, on parlait justement de la reconnaissance du droit à l'éducation supérieure, la reconnaissance juridique, donc essayer d'obtenir justement une égalité juridique avec les hommes, et aussi ben, peut-être le cheval de bataille peut-être le plus spectaculaire, dont on verra les manifestations les plus grandes, c'est évidemment l'obtention du droit de vote. Et ça, ben, c'est un phénomène qu'on va voir à la grandeur de l'Occident. Le féminisme canadien, le féminisme québécois s'inscrit parfaitement dans cette mouvance qu'on va avoir partout à travers l'Occident. Donc, parmi les premières associations, 1893, on va voir la naissance du Montreal Local Council of Women, qui est associé au National Council of Women. Donc, on va retrouver des associations comme ça partout à travers le Canada. C'est un mouvement qui est majoritairement anglo-protestant et c'est un mouvement qui revient justement, qui est le premier à poser les gestes. Bon, donc, on parle des revendications du droit à l'éducation supérieure, la reconnaissance juridique et l'obtention du droit de vote. Donc, c'est une première association, comme je le disais, essentiellement anglo-protestante, mais graduellement, au 20e siècle, on va voir aussi l'apparition de mouvements féminins, féministes, tout à fait canadiens-français. J'attire votre attention ici sur un regroupement qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle le Cercle des fermières. Donc, c'est un regroupement qui est formé en 1915. Ça fait très rural et effectivement, au départ, ce l'était, mais ça va finir que par s'étendre dans les milieux urbains. Donc, c'est une espèce de conseil central qui va permettre justement la création de plus petites associations dans différentes régions.
Et c'est une association qui va être très importante parce que ça va faire le lien. Tu sais, bon, il y a uniquement des femmes, évidemment, qui peuvent en devenir membres. Mais ça permet justement un échange entre les prêtres, les médecins et les enseignants. Donc, ce sera une organisation qui, au départ, sera très importante pour des réformes hygiéniques. Ça va être une organisation qui va être très importante, par exemple, pour la diffusion de connaissances quant aux soins des enfants, quant aux soins apportés aux femmes enceintes et ainsi de suite. Donc, je parlais dans une capsule précédente de l'importance de gestes qu'on va prendre euh, 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 sachant qu'il y a un taux de mortalité infantile très élevé au début du 20e siècle au Québec et particulièrement à Montréal et dans ces régions, dans la région de Montréal, mais des associations comme celle-là qui vont justement faire la promotion d'une hygiène plus saine, ben, ça va permettre justement une diminution assez substantielle de la mortalité infantile à partir des années 1920-1930. Donc, le Cercle des fermières, c'est une association importante, mais c'est une association qui est apolitique, c'est une association qui ne fera pas de revendications, par exemple, dans le cas du droit de vote ou de réforme du Code civil. Ce n'est pas son rôle à ces associations-là. On va voir après ça, ben, une autre. C'est un projet qui est complètement extraordinaire. C'est le projet de construire un hôpital pour enfants à Montréal. Comme je le disais, la mortalité infantile est absolument atroce à Montréal. Et là, ben, c'est un regroupement de femmes. Bon, il y a Justine Lacoste-Beaubien, une femme donc de la bourgeoisie canadienne-française, et d'autres femmes comme celle-là vont vouloir justement faire quelque chose afin de contrer cette mortalité infantile et afin d'apporter justement une aide substantielle aux enfants montréalais. Et là, ben, ce groupe de bourgeoises montréalaises, dirigé par Justine Lacoste-Beaubien, vont approcher Irma Levasseur. Irma Levasseur fait partie de ces femmes qui sortent un petit peu de l'exception. Irma Levasseur, elle va faire évidemment son école primaire, un cours classique au Québec, mais après ça, elle est intéressée à aller étudier la médecine. Or, c'est interdit au Québec, donc elle va se déplacer, elle va aller jusqu'à Saint-Paul au Minnesota, à l'Université de Saint-Paul au Minnesota, où elle va suivre une formation en médecine. Quand elle revient au Québec au début des années 1900, il lui est impossible de pratiquer sa profession. Donc, elle ira travailler à New York, elle ira se former en Europe, en France notamment, où elle se spécialisera en chirurgie et en pédiatrie. Et en 1903, un projet de loi privé lui permet d'exercer la médecine au Québec. C'est la quatrième québécoise à pouvoir pratiquer la médecine. Et c'est la première francophone. Il y avait eu trois autres exceptions auparavant, mais c'était des femmes qui provenaient du milieu anglophone. Donc, un groupe de Canadiennes françaises intéressées à construire un hôpital et une médecin qui va être capable de diriger cet hôpital-là. Donc, c'est un projet qui est vraiment archi intéressant. Donc, le premier se trouve justement sur la rue Saint-Denis, pas loin de la rue Roy. Donc, le premier hôpital ouvre en 1907. Saint-Denis et Roy, pour vous, étudiants du Vieux-Montréal, ça devrait vous sonner des cloches. C'est carrément à côté du cégep. L'édifice est encore là aujourd'hui. Éventuellement, devant la popularité, ou enfin, je dirais, devant la forte demande, ben, l'hôpital devra déménager. Donc, de 1908 à 1914, l'hôpital va déménager justement et sera situé au coin de Delormy et de la rue Rachel. Encore une fois, l'hôpital manque d'espace. Donc, de 1914 à 1957, va déménager justement ses pénates à l'angle des rues Saint-Denis et Bellechasse. Et là, à ce moment-là, à partir de 1914, l'hôpital sera affilié avec l'Université de Montréal. En fait, jusqu'au début des années 1920, l'Université de Montréal était une succursale de l'Université Laval. Donc, c'est pour ça ici, affiliation à l'Université Laval, l'Université de Montréal, donc vous comprendrez bien. Mais donc, ça devient un hôpital universitaire et là, on va commencer justement à enseigner plus spécifiquement la pédiatrie et les soins à apporter aux enfants. Éventuellement, après 1957, ben, là, on va commencer à construire l'édifice que l'on connaît actuellement, qui est situé à flanc de montagne et qui est toujours étroitement associé avec l'Université de Montréal. Donc, c'est un genre de projet comme ça. Quand je parlais tout à l'heure d'engagement de femmes dans des organismes de charité, c'est ce genre de projet-là, mais en fait, qui est vraiment très stimulant. Sinon, ben, quand on parle de un des chevals de bataille importants dont je parlais tout à l'heure, c'était l'obtention du droit de vote. Ben là, on va commencer à avoir des organismes qui vont spécifiquement se dévouer à cette cause-là. On va donc, en 1912, voir le Montreal Suffrage Association,
Donc un mouvement plutôt anglophone dirigé par Carrie Derrick. Puis après ça, on va voir des mouvements plus francophones. Donc, quand on parle de la lutte pour le suffrage féminin, ben, il y aura des avancées quand même intéressantes. En 1917, le gouvernement du Canada va donner le droit de vote aux parentes de soldats, donc en pleine Première Guerre mondiale. Donc, ça peut être la sœur, la femme d'un soldat, la mère d'un soldat. Donc, on donnera ce droit de vote-là à ces femmes-là pour les élections fédérales. Et en 1918, le droit va être élargi à toutes les femmes depuis de plus de 21 ans. Donc, au niveau fédéral, il y a un progrès. Les femmes, même les Québécoises, peuvent aller voter aux élections fédérales. Et après ça, ben, on va voir qu'entre 1916 et 1934, toutes les provinces canadiennes vont accorder le droit de vote aux femmes pour les élections provinciales. Toutes, sauf le Québec. Et c'est là, justement, qu'il va s'engager une lutte au Québec pour que les Québécoises puissent aller voter aux élections québécoises. Elles peuvent aller voter aux élections fédérales, mais elles n'ont pas le droit d'aller voter aux élections québécoises. Donc, après l'organisation anglophone, évidemment, dont j'ai parlé il y a quelques instants, on va voir la naissance de deux autres mouvements. Le Comité provincial du suffrage féminin dirigé par Marie Gérin-Lajoie, fondée en 1922, et la Ligue des droits de la femme, fondée en 1929 par Thérèse Casgrain. Et aussi, peut-être le mouvement qui sera le plus efficace, c'est l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, fondée en 1927 par Idola Saint-Jean. Alors, tous ces mouvements-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, on organise des pétitions, on fait signer des pétitions qu'on envoie à notre député, pétitions qu'on envoie au premier ministre du Québec, pétitions qu'on va même envoyer jusqu'au roi d'Angleterre afin, justement, qu'on modifie la loi québécoise et qu'on permette aux Québécoises de voter aux élections provinciales du Québec. Il y aura même des projets de loi qui seront rédigés, projets de loi qui seront défendus par tel ou tel député au Parlement à Québec, mais projets de loi qui systématiquement seront constamment défaits, qui ne seront jamais adoptés. Donc, des féministes de tout genre vont organiser des manifestations. Ça se passe un peu partout de la même manière en Occident. Il y aura des manifestations dans les rues. On aura des pancartes. Donc, vous comprendrez bien que euh, elles se feront entendre. Mais évidemment, il y aura des voix qui vont s'y opposer. Je présente ici, par exemple, la vision d'Henri Bourassa. Henri Bourassa, qui est un intellectuel, directeur du Devoir, un intellectuel très respecté au Québec, qui, lui, justement, va s'opposer à cette apparition des femmes sur la scène politique. Donc, il dit, la femme électeur engendrera la femme sénateur, la femme avocat. Enfin, pour tout dire en un mot, la femme homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère, la femme femme. Donc, il y a peur, beaucoup d'hommes partagent beaucoup d'hommes politiques, beaucoup, évidemment, dans le clergé, c'est la même chose. On a peur, justement, que l'engagement des femmes dans le domaine de la politique les éloigne de leur rôle traditionnel, leur rôle de mère de famille, leur rôle justement de reproduction. On a peur de ça. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui vont, particulièrement dans la classe politique, qui vont s'opposer à à l'obtention du droit de vote des femmes. Et on va présenter aussi ces féministes ou ces suffragettes, comme on les appelle, comme des femmes, bon Dieu, qui sont un peu coincées. Ce sont des femmes qui, bon, comme on dit ici, qui n'ont jamais été embrassées par un homme. Donc, une vision extraordinairement sexiste de la chose. Où on présente aussi ces femmes, ces suffragettes, qui préfèrent aller justement manifester avec des pancartes dans les rues. On les présente comme des femmes qui abandonnent leur rôle finalement familial. Et là, ben, la caricature qu'on voit ici, c'est vraiment typique. L'homme qui revient du travail, ben, retrouve sa maison complètement en désordre. Les enfants sont malheureux. Pourquoi? Parce que la femme est allée manifester. Donc, c'est vraiment une période extraordinairement difficile et vraiment, ça nous montre tout ce débat-là nous montre vraiment comment une bonne partie de la population, particulièrement les hommes évidemment, avaient encore cette vision des femmes qui doivent rester à la maison. Donc, si on regarde cette première moitié du 20e siècle, ben, éventuellement, oui, les femmes obtiendront le droit de vote en 1940. C'est le gouvernement d'Adélard Godbout qui va l'accorder. Mais, justement, ces premières revendications de cette première moitié du 20e siècle vont permettre justement de faire reconnaître la part des femmes, la part extraordinairement importante des femmes en éducation, en santé et en hygiène. Et c'est là qu'on va voir que dans la deuxième moitié du 20e siècle, il y a des choses qui vont commencer à changer.
J'adore puis là, j'attire votre attention sur cette statue qui est ce monument qui est installé devant le Parlement à Québec, où on voit justement la part des différentes femmes. C'est Marie-Gérin-Lajoie, c'est Idola Saint-Jean, c'est Thérèse Casgrain, qui justement sont à gauche de l'écran, puis qui tendent la main justement, qui vont permettre justement une évolution et vont permettre l'arrivée de Marie-Claire Kirkland Casgrain, première femme députée, première femme à siéger au Parlement de Québec. Ce sera en 1961. Donc, c'est ça, ces choses-là qui vont changer. Donc, l'après-guerre, qu'est-ce qui va arriver durant cette après-guerre? Il y aura d'une certaine manière une espèce de recul du militantisme, mais en même temps, il y a des choses qui vont quand même progresser, particulièrement à partir des années 1960. Donc, quelques gains au milieu du 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle. Premièrement, ben, une loi qui permet aux femmes de conserver leur salaire, donc une loi de 1931. Auparavant, une femme qui était sur le marché du travail devait obligatoirement remettre son salaire à son mari. Ce n'est plus le cas après 1931. Après ça, ben, on va permettre au Québec l'accès aux femmes au barreau du Québec. Ça se passe en 1941. Donc, des femmes vont commencer à devenir avocates. Les chèques d'allocation familiale qui viennent du gouvernement fédéral, ce seront des chèques qui seront faits au nom de la mère de famille. Donc, le gouvernement du Canada commence à louer des allocations aux familles, mais les chèques sont faits au nom de la mère. Fait que déjà, c'est ici légère progression. Au Québec, on va modifier le Code civil québécois afin que les femmes deviennent l'égale de l'homme dans le couple marié. Donc, à partir de 1964, donc il y a 56 ans, à partir de 1964, donc les femmes ne sont plus des mineurs aux yeux de la loi dans le couple. Fait que donc, c'est quelques petits gains comme ça qu'on voit apparaître au milieu du 20e siècle et qui vont quand même commencer à améliorer les choses. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais on voit que la situation graduellement s'améliore. Je dirais qu'avec la Deuxième Guerre mondiale et durant les années 50, le féminisme au Québec sera peut-être un peu moins revendicateur, mais on va quand même voir des choses changer. Les femmes seront très présentes dans l'industrie de guerre et là, ce qui va changer, donc on va utiliser des femmes notamment dans l'industrie de l'armement, mais dans toutes sortes d'autres domaines, alors que l'économie reprend avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, ce qui va être intéressant, c'est l'entrée des femmes mariées sur le marché du travail. Et c'est ça qui va commencer à changer. J'avais dit au début de la présentation qu'au début du 20e siècle, 30% de la main-d'œuvre industrielle était féminine, mais j'expliquais en même temps que c'était plus des jeunes filles, des célibataires qui allaient travailler. Avec la Deuxième Guerre mondiale, comme on a un besoin criant de main-d'œuvre, on va voir de plus en plus de femmes mariées sur le marché du travail, et c'est là qu'on va voir des choses commencer à changer, notamment l'apparition de premières, appelons ça, de premiers services de garde dans les milieux de travail, afin que les mères puissent aller travailler. Bien, on pouvait justement amener aussi les enfants au travail et pouvaient être gardés. Donc, vous voyez, là, ici, il y a tranquillement, pas vite, un changement. Donc, quand on dit que la Deuxième Guerre mondiale permet l'entrée des femmes sur le marché du travail, faut être plus précis. Ça permet, c'est vraiment l'entrée des femmes mariées sur le marché du travail, et ça, bien évidemment, ça va prendre un certain temps, mais quand même, il y a une mentalité qui est en train de changer. Ce n'est plus si anormal que ça que de voir une femme mariée aller travailler. Mais en même temps, justement, dans cette après-guerre, ben, il y aura tout un Mmh, il y aura une espèce de poussée un petit peu, pour un retour en arrière. Toute la publicité, par exemple, là, je vais vous donner quelques exemples. Toute la publicité va justement renforcer ce rôle de la femme qui doit être une bonne épouse et qui doit être une bonne mère et qui doit rester à la maison. Donc finalement, ben, on suggère au mari d'aller acheter un robot culinaire à sa femme. Ou ben finalement, oh, écoute chérie, inquiète-toi pas, t'as fait brûler le souper, mais t'as pas brûlé la bière. Donc, dans toute la publicité, et je dirais, dans toute cette espèce de publicité-là, on renforce complètement le rôle de la femme mariée. Hein, le succès d'un mariage, ça part dans une cuisine. Regardez ici la femme à genoux qui est en train de venir, qui est en train de porter justement un repas au lit à son mari. Euh, donc, tout pour réduire finalement, puis là, vous êtes capable de le voir avec les images, tout pour réduire, et puis renforcer cette notion que la femme, ben, c'est le sexe faible. Euh, toute une série de publicités qui est justement directement axée aux femmes, c'est les appareils électroménagers, que ce soit un réfrigérateur, une balayeuse. Donc, tout renforce cette idée. Et là, va commencer à sortir cette expression, la reine du foyer afin de lui donner une certaine importance, mais en même temps en rabaissant
son rôle définitivement. Donc, toute une série de pubs comme ça qui sont destinés justement aux femmes et à renforcer cette place des femmes, jusqu'au détergent qui lave plus blanc que blanc. En fait, ici, quand je le regarde, on dirait qu'elle a sniffé son détergent plutôt que de l'utiliser dans la laveuse. Mais peu importe. Donc, tout pour réduire justement ce rôle des femmes. Et c'est ça qu'on va voir justement après cette entrée massive de femmes mariées dans le marché du travail. C'est comme si, par la publicité, par exemple, on essayait d'arrêter ce mouvement-là de femmes mariées au travail et de rappeler concrètement que le rôle des femmes c'est d'être à la maison. Les choses vont commencer à sérieusement changer plus avec la Révolution tranquille, où on va voir véritablement un rejet des valeurs religieuses. euh, de façon massive par la plus jeune génération. Il y aura une véritable révolution sexuelle, par exemple avec la publication de différents rapports, que ce soit de Kinsey ou de Masters et Johnson, qui montrent qu'on doit justement changer l'approche sur le plan sexuel. C'est un accès plus facile avec la contraception, notamment avec la commercialisation de la pilule qui va permettre justement aux femmes d'avoir pour la première fois un meilleur contrôle justement sur le moment où elles deviennent enceintes. Et aussi, de plus en plus, avec la Révolution tranquille, on va voir de plus en plus de femmes étudier plus longtemps. Et là, justement, par les réformes qu'on va avoir en enseignement au Québec, on va voir justement un accès plus grand à l'enseignement supérieur pour les femmes. Alors, quelles sont les principales revendications justement de ce courant féministe qui semble renaître à partir des années 60 et 70? Bien, la première revendication, parce qu'on s'est bien aperçu que l'obtention du droit de vote n'avait pas changé nécessairement tant de choses, on va s'intéresser davantage à la condition socio-économique des femmes. Donc, première grande revendication des années 60 et 70, c'est à travail égal, salaire égal. Ça va prendre du temps, mais si les choses vont commencer justement à s'améliorer à partir de ce moment-là. On va réclamer le droit à l'avortement et on va s'intéresser justement à cet aspect justement qui voulait constamment rabaisser les femmes. Donc, lutte pour la fin des publicités sexistes et on va commencer à s'intéresser de plus en plus à la violence faite aux femmes. Évidemment, vous comprendrez que tout n'est pas réglé encore aujourd'hui, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser davantage à ces revendications-là. Il y aura quelques organisations qui vont contribuer à améliorer la condition féminine. Donc, la Fédération des femmes du Québec va être créée en 1966, le Conseil du statut de la femme en 73, et finalement, en 1979, le gouvernement de René Lévesque va créer un ministère de la condition féminine qui sera dirigé, donc, pour la première fois par une femme, évidemment, ce sera Lise Payette. Des organismes vont commencer justement par différentes publications, notamment celui-ci, Québécoise debout. Donc, plus j'aime bien le slogan, pas de libération des femmes sans libération du Québec, pas de libération du Québec sans libération des femmes. Donc, c'est un mouvement féministe qui s'inscrit aussi dans la mouvance souverainiste qui est au Québec et qui rappelle justement à tout le monde qu'on ne peut pas faire la souveraineté du Québec sans avoir justement un mouvement, en fait, sans faire une place très grande aux femmes. Ce qu'on va voir aussi à compter des années 60 et 70, c'est une entrée des femmes graduelle dans le domaine de la politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une première députée élue en 1961 dans le cadre d'une élection partielle. Marie-Claire Kirkland-Casgrain avait fait de belles études. Son père était euh, député. Et elle s'est toujours intéressée à la politique. Or, son père décède en 1961. Il faisait partie de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, qui avait été élu en 1960. Donc le père de Marie-Claire Kirkland-Casgrain décède. Il y a une élection partielle et elle se présente à la place de son père et elle est élue. Donc, elle est la première femme à siéger au Parlement à Québec. Éventuellement, on lui confiera des ministères. Donc, en 1964, elle deviendra ministre des Transports et des Communications. Encore une fois, donc une première. Puis éventuellement, dans les gouvernements de Robert Bourassa, au début des années 1970, elle sera ministre du Tourisme et ministre de la Culture. Donc, c'est une femme intéressante, c'est une pionnière. Ensuite, il y en aura une deuxième durant les années 1970. Elle s'appelle Lise Bacon. Elle deviendra ministre des Affaires sociales, ministre de l'Environnement et éventuellement, encore sous Robert Bourassa, au milieu des années 1970, elle deviendra vice-première ministre du Québec. Donc, ce sont véritablement des pionnières et on va voir justement l'augmentation graduelle. L'élection de 76, on va faire un bond. Et donc, vous voyez ici par le tableau une évolution de plus en plus grande pour arriver en 2018 à un record donc d'élus députés, c'est-à-dire il y a 53 femmes qui seront élues lors de l'élection de 1918.
pardon, pas le 1918, pardon, mais devient en 2018. Donc, c'est une apparition graduelle en politique. Et évidemment, le visage de la politique québécois va changer au fur et à mesure que des femmes vont s'engager. On va voir aussi que le taux d'emploi entre hommes et femmes va avoir tendance à se rejoindre plus on avance dans le temps. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, des femmes, et particulièrement des femmes mariées, vont entrer sur le marché du travail. Et là, ben, c'est de plus en plus, en fait, on ne voit plus nécessairement d'anormalité à voir des femmes travailler. Alors que donc c'est l'abandon d'une certaine façon de cette vision-là, justement, des femmes qui doivent rester au foyer. Évidemment, l'évolution salariale des femmes comparée à celui des hommes, il y a encore énormément de rattrapage à faire, mais d'étape en étape, je crois qu'on s'en va dans la bonne direction. À quand on va arriver justement à salaire égal, à travail égal, salaire égal? Ben, en fait, l'objectif semble plus atteignable maintenant que jamais. Mais ce qui est très important, ce qui est bien intéressant, c'est de voir justement le nombre de diplômés universitaires. Les femmes vont rester plus longtemps à l'école que les hommes, et ça, ben, c'est quelque chose qui est quand même très, comment je pourrais dire, qui est très attrayant ou intéressant pour le futur. Évidemment, encore une fois, au niveau universitaire, les hommes diplômés universitaires décrochent encore des salaires plus élevés que ceux des femmes, mais encore là, le rattrapage est en voie définitivement de se faire. Donc, le constat maintenant, aujourd'hui, ben, il y a de plus en plus de femmes, c'est ça, la visibilité est de plus en plus grande dans les lieux de pouvoir, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde des affaires. Il y a de plus en plus de femmes qui sont visibles. Il y a de plus en plus, les femmes sont définitivement plus nombreuses à l'université et au cégep, mais la richesse est encore inégalement répartie et c'est un combat qui doit se poursuivre définitivement au cours des prochaines années.